C'est l'heure du Classico, c'est l'heure de la finale de Coupe d'Espagne. C'est l'heure aussi d'enfoncer un petit peu plus le Real Madrid et de les humilier une fois de plus cette saison. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Oui, il y a une certaine confiance qui s'est installée, je vous l'avoue. Peut-être un excès de confiance, peut-être qu'on fait trop les malins. Je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a cette sensation de supériorité. Clairement qui s'est installé chez les supporters du Barça, probablement aussi chez les joueurs, j'imagine. Il ne faut pas prendre ce match à la légère. C'est une coupe, certes, tout peut arriver dans une finale, on le sait, mais tout peut arriver aussi dans un classico parce que c'est un match à part. C'est un match très clairement à part, avec des enjeux beaucoup plus grands que un simple match de football. C'est historique ce match-là entre les deux rivaux. C'est souvent des matchs aussi un petit peu politique, question de pouvoir aussi, qui va être le club le plus puissant d'Espagne, on va dire. La coupe, c'est la coupe du roi. Donc la coupe du roi, la capitale, c'est Madrid. Le Barça, à chaque fois qu'il chope quand même la coupe d'Espagne, eh bien il y a toujours cette petite référence aussi chez les supporters. Bon, principalement les supporters catalans, les vrais, on va dire, enfin les vrais catalans sur place, qui charrient aussi peut-être un peu les Madrilènes en mode c'est nous les rois d'Espagne, alors que c'est eux, tu vois, les Espagnols. Il y a les Espagnols qui à chaque fois qui gagnent la coupe d'Espagne ou quelque chose comme ça, ils vont chanter aussi la fameuse chanson Viva España, tu vois, pour charrier un petit peu aussi les Catalans. Bref, c'est un match à part. C'est vraiment, c'est vraiment la taquinerie poussée au maximum, on va dire. Le Barça a 31 Coupes du Roi. C'est le moment aussi d'aller choper la 32e. La dernière Copa qu'on a eue, c'était la saison 2020-2021. C'était la dernière saison de Koeman, enfin la dernière saison complète, disons. Il me semble que c'était aussi la dernière saison de Léo Messi. Et peut-être que c'est un symbole aussi. Qui sait, il faut voir aussi des signes, des fois, je ne sais pas, mais la dernière Coupe d'Espagne qui a été soulevée par le capitaine, c'était donc Léo Messi. Cette fois-ci, bon, les capitaines ont changé, mais surtout celui qui représente un petit peu ce nouvel espoir pour les prochaines années, la prochaine ère, on va dire, qui est celle du Barça, c'est Lamine Yamal aussi. Donc il y a ce petit bambin là qui est un phénomène et qui depuis quelques mois, un peu plus d'un an, est en train de mettre le feu aux pelouses, qui est le digne héritier, on va dire, sans vouloir comparer les deux, mais c'est un peu l'héritage qu'a laissé Messi. Il y a ce symbole aussi de Messi qui a donné le bain à Lamine Yamal et il est devenu l'élu. Bref, c'est assez drôle, on peut en rigoler, mais aussi on peut avoir des signes, hein, voilà, pour ceux qui sont un peu plus croyants, ce genre de choses. Donc ouais, Lamine Yamal qui est un petit peu la relève et qui s'est installé au Barça. Et voilà, la dernière fois qu'on avait gagné la Coupe d'Espagne, il y avait le GOAT à la maison. Donc comme je l'ai dit, la confiance, elle est du côté du Barça quand même cette saison. J'ai lu que peut-être que certains supporters du Real pensent que par exemple la pression est plus sur les épaules du Barça, des joueurs du Barça, de l'équipe, parce que évidemment eux ils doivent aller chercher un potentiel triplé, ce qui n'est plus le cas du Real Madrid qui a été éliminé en Ligue des Champions sans vouloir remuer le couteau dans la plaie. C'est le cas, ils se sont fait sortir donc par Arsenal très récemment. On va parler un peu des résultats après, de la forme des deux équipes, mais donc voilà, il n'y a plus cette possibilité pour le Real d'aller chercher le triplé. Pour le Barça, oui, ce n'est pas arrivé depuis Luis Enrique. Donc ça fait un certain moment. C'est vrai que cette équipe en plus du Barça actuellement, le Barça de Flick, est beaucoup comparé aussi au Barça de Luis Enrique. Une attaque monumentale qui marque énormément de buts, un jeu beaucoup plus direct qui mélange jeu de position, possession, on va dire, où on va faire tourner quand même, sortir court, mais aussi jouer les contre-attaques, le jeu un petit peu plus direct. Donc elle fait penser à cette équipe de Luis Enrique. Donc voilà, c'est la dernière fois qu'on a fait le triplé et voilà, soi-disant il y aurait cette pression là sur les joueurs du Barça. Je pense que la pression, je dirais pas qu'on la boit, mais pas avant les matchs, en tout cas peut-être après, on verra. Mais en tout cas, je pense que la pression, elle est plutôt du côté du Real Madrid, parce que le Real vient justement de se faire sortir en Ligue des Champions, qui est sa compétition évidemment. Vous le savez bien, ils aiment beaucoup nous rappeler qu'ils en ont 15 dès qu'ils perdent un match, même si ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, il y a cette pression chez les joueurs du Real Madrid, parce que si
Ils viennent de se faire sortir en Ligue des Champions. S'ils perdent cette finale, ça fait déjà 2 titres de perdus en une semaine ou 2, tu vois. Donc forcément que la pression, elle est quand même du côté du Real, avec les investissements aussi du Real Madrid, les gros investissements, les millions posés sur Tchouaméni, va savoir pourquoi, mais en tout cas ça a été fait, hein. 100 millions sur Tchouaméni, c'est quand même quelque chose. Imaginez si on avait posé 100 millions sur Oriol Romeu. Non, vas-y, j'arrête, ça va, je suis taquin. Je suis taquin, vous le savez bien. Non, mais disons, il y a beaucoup d'argent qui ont été posés, même sur Mbappé, enfin... dans les primes, dans les trucs un petit peu trafiqués, mais disons, il y a de l'argent qui a été posé quand même, investi, disons, dans certains joueurs qui ne sont pas forcément au niveau, pas au niveau en tout cas des attentes qui avaient été placées en eux, et du coup, il y a cette pression-là. Il y a cette pression aussi pour Ancelotti qui, on le voit dans ses chewing-gums qui bousillent à chaque match. Les chewing-gums, ils ont une sale tronche après. Eh oui, c'est le stress. Non mais en vrai, je pense qu'il y a une pression. Ancelotti va probablement partir à la fin de la saison. Je pense qu'il y a un certain agacement, on va dire, chez les supporters. Moi, j'aurais aimé qu'il reste pour notre bien, disons, parce que c'est sûr que si tu ramènes un coach avec des idées un peu plus footballistiques, disons, un peu plus... qui va proposer un meilleur football, que ce soit Jürgen Klopp ou Xabi Alonso, s'ils viennent, même si c'est pas le même style de jeu, s'ils se ramènent au Real Madrid, là, oui, là, ça peut équilibrer un petit peu les choses avec le Barça, et peut-être que le Real pourra commencer aussi à jouer au football. Mais en attendant, je pense que cette pression-là, donc, elle est sur les épaules du Real Madrid, parce que oui, ils s'autoproclament comme meilleur club, tout ça, et donc ils se doivent de remporter cette fameuse Coupe du Roi, en espérant évidemment que s'ils la remportent, ils ne rouleront pas dessus avec leur bus. Mais qui dit classico dit aussi pression médiatique, pression de l'événement, tout ce qui va autour. Et évidemment, on a parlé de la pression des 2 équipes, des joueurs, mais il y a aussi la pression mise sur les arbitres. Le classique, évidemment. Le classico. Le classique. Les arbitres de ce match-là, l'arbitre principal sera le bon vieux de Burgos. Donc c'est un arbitre basque, je crois. Donc l'arbitre qui a probablement reçu des menaces, mais disons que l'arbitre a parlé en conférence de presse. C'est quand même assez étonnant, je veux dire. Je pense qu'on se rend pas assez bien compte de la puissance de la chose, ou de la monstruosité, ou de la dinguerie, j'ai appelé ça comme vous voulez. C'est une folie. Quand un arbitre parle en conférence de presse, déjà qu'il fond en larmes. Il est à un jour d'arbitrer un des plus gros matchs de sa saison, voire le plus gros match de sa saison probablement. Il arbitre quand même la finale de la Coupe d'Espagne. C'est la Coupe d'Espagne pour le championnat espagnol. Voilà, c'est ce qui se fait de mieux peut-être, j'en sais rien. Et en plus de ça, c'est un classico. Les 2 meilleures équipes de l'histoire de la Liga qui s'affrontent encore une fois, donc en finale. Après la dernière finale en Super Coupe d'Espagne, bon, 5-2 pour le Barça. Ce n'est pas le sujet. Calmez-vous. Mais donc l'arbitre s'exprime un petit peu, il est à un jour comme ça d'arbitrer donc le plus gros match de sa saison, il pourrait être très content, très joyeux, très reconnaissant, tout ça, et il l'est sûrement, probablement, oui, mais en conférence de presse, il fond en larmes. Il fond en larmes en parlant de son fils, qui va à l'école et les élèves lui disent ouais ton père c'est un voleur et tout. Vous imaginez la dinguerie. Toute ta famille, parce que tu es arbitre de Liga, toute ta famille reçoit des dingueries. Il y en a qui ont reçu des menaces de mort, tout ça, parce qu'ils n'ont pas accordé un penalty à une certaine équipe, j'en sais rien, mais c'est une folie. On vit dans un monde complètement fou. On sait que le foot, voilà, ça fait bouger les foules, mais ça aussi, ça rend les gens assez fous. Il faut pas l'oublier. Et bon, donc du coup, il y a cet arbitre aussi, évidemment, qui a reçu. Il y a eu une petite pression aussi côté Real Madrid TV pour les supporters du Real. Je sais pas si vous avez accès à la chaîne. Real Madrid TV, c'est la chaîne du Real Madrid, hein, c'est comme le Barça TV, Barça One. Mais donc le Real Madrid TV, leur spécialité, vous savez, hein, depuis pas mal de temps maintenant, c'est la pression sur les arbitres, c'est de faire des petits documentaires. Voilà, un match important, un classico, quelque chose comme ça. Il y a une petite vidéo sur un arbitre qui sort. Allez hop, on balance un petit peu toutes les erreurs arbitrales qui a été commises par l'arbitre donc en question. Et puis voilà, histoire de mettre un petit peu une pression en plus sur l'événement. Donc je ne sais pas comment analyser ça. Est-ce que vraiment le Real Madrid se dit que en fait ils ne peuvent pas rivaliser vraiment sur le terrain, donc ils essaient de mettre une pression en plus en dehors des terrains. Peut-être que ça va les aider à équilibrer le duel avec le Barça. Je trouve que ça fait de la peine. Je trouve que ça fait pitié. Le Real Madrid, si vous me regardez, vous faites de la peine, vous faites pitié. Vous faites pitié. Ce n'est pas grave. Ça arrive de faire de la peine, de faire pitié. Voilà, c'est comme ça. Vous êtes dans un moment de doute. Ça arrive. Ça arrive. Mais vous êtes censé être un grand club d'Espagne, représenter le pays, la capitale. Un peu de dignité, s'il vous plaît. Un petit peu de dignité. Un minimum.
Alors, vraiment une goutte à la limite de dignité, tu vois. Mais un peu plus comme ça. Fait de la peine. Donc on va parler maintenant de la forme des équipes actuelles et vous allez me dire probablement que je m'acharne sur le Real Madrid, mais absolument pas. Je parle juste de la forme des équipes actuellement. Dans leur dernier match, le Real Madrid a gagné 1-0 contre Getafe. Cette magnifique équipe de Getafe, évidemment, qui propose un football toujours léché et agréable. Non, ce n'est pas vrai. Le Getafe qui propose de l'UFC généralement au programme. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a pu voir dans ce match-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Real Madrid avait quand même fait tourner, comme le Barça. Alors, soit ils ont fait tourner, soit ils avaient des blessés, des absents. Et Kylian Mbappé, incertain, qui n'a pas joué, qui devrait être de retour quand même pour le Classico. Il y a beaucoup d'absents. En défense, Militao, il y avait Mendy, Carvajal. Il y a pas mal d'absents côté Real Madrid. Donc, ils avaient une équipe quand même, quand on regarde la tronche de l'équipe, on se dit, est-ce que ça c'est le Real Madrid qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le Real Madrid B, la Castilla, je sais plus comment ça s'appelle, ou est-ce que c'est l'équipe première? C'est à se demander. Non, j'abuse un peu, mais encore une fois, vous me connaissez. Donc quand on regarde un petit peu les statistiques de ce match-là, on voit qu'en but attendu, Getafe, même s'ils n'ont pas eu la possession, ils se sont créés beaucoup plus d'occasions que le Real Madrid. Ils ont eu 5 grosses occasions contre 2 pour le Real. Donc le Real qui n'a pas proposé non plus un football très alléchant. Et donc Getafe s'est retrouvé à 2,36 de expected goal contre 1,50 pour le Real Madrid. Donc au final, Getafe, s'ils avaient été un petit peu plus efficaces, ils auraient peut-être même pu gagner ce match-là. Donc c'est assez étonnant quand même de voir ça, de voir que Getafe, qui est probablement une des équipes, je dirais les moins offensives de Liga, qui propose le moins de football, proposer peut-être plus de football ou en tout cas être plus dangereuse, procurer plus d'occasions que le grand Real Madrid. C'est vrai que certains supporters du Real doivent un petit peu se poser des questions. Peut-être, je ne sais pas, hein. Je ne suis pas à leur place. Quand on regarde les derniers matchs, le Real Madrid, ça gagne, bon, mis à part en Ligue des Champions, mais sinon, en vrai de vrai, en Liga, ça gagne plutôt souvent. Ils ont gagné donc contre Getafe dans le dernier match, ils ont gagné 1-0, ils ont gagné 1-0 contre Bilbao le match d'avant. Encore avant, ils avaient gagné 1-0 contre Alaves. Et bon, le match d'avant, ils avaient perdu contre Valence 2-1. Mais surtout, ce qui fait tâche un petit peu dans les derniers matchs, les dernières affiches, c'est la double défaite et l'élimination en Ligue des Champions contre Arsenal. 3-0 à l'aller à l'extérieur, 2-1 à domicile, enfin 1-2, une défaite. Et une défaite qui fait mal évidemment au moral peut-être. Peut-être que les joueurs du Real Madrid auront à cœur aussi de relever la tête et de prouver que non, ils ne sont pas au niveau de Getafe. Peut-être qu'ils vont vouloir prouver qu'ils sont plus forts que le Barça, tout ça, et qu'ils peuvent réussir leur saison. Ils en ont encore l'occasion, franchement, ils ont encore l'occasion de faire une bonne saison, le Real Madrid. S'ils gagnent la Liga et qu'ils gagnent la Coupe d'Espagne, ça fait un doublé et le Barça mangera son propre vomi. Les supporters en tout cas, on sera là, on sera dégoûtés. On aura été premier pendant très longtemps en Liga. Si à la fin on se fait passer devant par le Real Madrid, on ne pourra que être déçu et se dire que c'est pas forcément mérité, mais c'est comme ça. C'est le football. Et puis la coupe aussi, ça se joue sur un match. Sur un match, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer énormément de choses. Le Barça peut choper un carton rouge dès la première minute et puis être dans un match compliqué. Voilà, enfin, il peut se passer énormément de choses. L'arbitre peut peut envoyer le ballon en pleine lucarne dans les cages de Chesney. Enfin, il peut se passer beaucoup de choses. Allez, on rigole. Détendez-vous. Détendez-vous, les Madrilènes. On est là pour plaisanter, pour se détendre, avant tout. C'est du football, ok? Donc, il peut se passer beaucoup de choses dans une finale, surtout dans un classico. Le match peut partir d'un côté ou de l'autre. Et puis voilà, même si la forme d'une équipe, il y a une certaine équipe qui pourrait ne pas être très en forme et l'autre être très en forme, ça peut s'équilibrer parce que il y a cette petite pression aussi quand même dans les classicos qui fait que c'est un match à part, tu vois, il y a cette tension aussi. Il y a cette tension chez les supporters dans les tribunes, mais sur le match aussi. On sait qu'à la moindre faute de chaque côté, ça va hurler au scandale. Vraiment de chaque côté, je précise. Mais au moindre contact, ça va hurler aussi. Au moindre contact dans la surface et il n'y a pas péno, ça va hurler aussi comme des oufs. Il va y avoir une grosse pression, une grosse tension dans ce match-là. Et je pense que vous commencez à la ressentir. Et vous commencez à ressentir un petit peu l'excitation, peut-être la pression du match aussi qui commence à arriver. C'est demain, tranquille les gars. Mais
Je sens que ça commence à monter. Concernant la forme maintenant du Barça, on a gagné 1-0 contre Majorque. Le match, le résultat en tout cas ne reflète pas forcément le match parce que je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux que ça, marquer un petit peu plus de buts. On a fait une grosse remontada aussi contre le Celta Vigo, ce qui nous a un petit peu boosté peut-être aussi le mental. On a perdu contre Dortmund, même si on a été qualifié en Ligue des Champions, on a quand même subi cette défaite-là, on va dire. Donc voilà, quand on regarde un petit peu les derniers résultats du Barça, c'est pas forcément mauvais, loin de là, évidemment, parce que Dortmund, il faut quand même se souvenir, hein, les gars, souvenons-nous de ça. Mais la défaite contre Dortmund est la première de l'année, première de 2025. Du 1er janvier au, c'était quand? C'était le 15 avril, on a eu une seule défaite donc contre Dortmund, sachant qu'à l'aller, on avait gagné 4-0 assez largement, quoi. Donc il y a peut-être eu cette complaisance chez les joueurs, je sais pas, ils se sont dit, bon, tranquille, vas-y, on est qualifié déjà, je ne sais pas. Peut-être cette gestion, tout ça, il n'y avait pas Pedri sur le terrain, voilà. Et Pedri... Parlons-en de Pedri. Pedri qui a mis tout le monde d'accord, hein. Ça a mis un petit peu de temps, mais ça y est, il a mis tout le monde d'accord. Et chaque match de Pedri est un récital. Chaque match du Barça, la plupart des supporters attendent de voir ce match-là pour Pedri. En tout cas, même les supporters de football en général, on va dire les suiveurs de football qui ne supportent pas forcément le Barça, eh ben, ils ont presque envie d'aller voir le Barça pour Pedri, pour voir Pedri jouer. Et ça veut dire beaucoup, je pense. Il y a Lamine Yamal, évidemment, aussi, qui est là. Mais Pedri, en ce moment, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Maintenant, dans le dernier match du Barça, il y a eu pas mal de rotations. Koundé a pu souffler pour la première fois de sa vie. Il est sorti du ventre de sa mère et il a enchaîné les matchs depuis. Il a enfin pu souffler et on est très, très content d'avoir vu ça. Merci de l'avoir fait souffler, Hansi, ça fait plaisir. Donc, Koundé a pu se reposer, Koubarsi a pu souffler aussi, même Gérard Martin, le crack, le GOAT ultime, a pu se reposer et je pense qu'il sera titulaire dans ce match-là. Ça fait débat, c'est un petit peu le point faible aussi du Barça depuis que Baldé s'est blessé. C'est le joueur, on va dire, que tu te dis il a rien à faire là. Vous savez, le même avec... avec le clown là, avec les mecs ils sont militaires là, vous voyez le même, la photo, ils sont tous en militaire, enfin habillés militaires avec leurs armes et tout, à côté d'une porte pour rentrer, et il y a un mec qui est pareil, qui est en plein milieu de ces gars là et qui est déguisé en clown. Bah c'est un peu, sans vouloir dire que Gérard Martin est un clown, mais c'est un peu ça, tu sais pas, tu vois la compo, tu vois des Pedri, tu vois des Dani Olmo, des Lamine Yamal, des Rafinha, tu dis waouh ça va avoir le ballon d'or, et puis d'un coup tu vois Gérard Martin, tu dis c'est qui? Donc c'est un peu ça, c'est un petit peu le point faible de ce Barça là. Maintenant, est-ce que le Real Madrid aura les armes pour même faire peur à Gérard Martin? Je ne sais pas, peut-être, c'est possible, attention, Gérard Martin n'est pas infaillible. C'est un humain. Mais je pense que oui, si le Real Madrid doit attaquer d'un côté, ça sera probablement du côté de Gérard Martin, c'est évident. Maintenant, la grosse absence côté Barça, c'est celle de Lewandowski, le meilleur buteur de l'équipe qui ne sera pas là pour le match, qui ne sera pas là pendant quelques temps, blessé. Malheureusement, on va parler de la composition d'équipe hein, et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que Ferran Torres va le remplacer, El Tiburon, ou est-ce que ça sera plutôt Dani Olmo en faux neuf? Et si on voyait ça tout de suite. Voici donc mon 11 pour le Classico. Oui, on le remarque direct. GG Martin. Je pense que c'est, je dirais pas le débat, mais le truc, voilà, tout le monde veut, je pense, que ça soit Garcia, Araujo, Inigo, même un mec dans le public, je pense qu'il aurait l'avantage par rapport à Gérard Martin. Je pense que pas grand monde, pas beaucoup de supporters veulent que ça soit Gérard Martin, mais je pense sincèrement et honnêtement et franchement et tout ce que vous voulez que ce sera Gérard Martin qui sera titulaire. Pourquoi pas avoir... Hector Ford, ça m'étonnerait, il a joué quasiment tout le match la dernière fois, je suis pas sûr qu'il puisse enchaîner. Physiquement, c'est un joueur qui enchaîne pas beaucoup de matchs, très peu, c'est compliqué. Mais pourquoi pas même tenter un Eric Garcia qui a été vraiment très bon côté droit. Maintenant, il sera sur son mauvais pied, donc je sais pas. Et puis, le latéral droit n'attaque pas pareil que le latéral gauche. Si on regarde le match d'Eric Garcia, on a vu qu'il était plutôt dans cette zone-là, un peu derrière Lamine, mais pas forcément en attaque, que... Gérard Martin, du côté gauche, enfin en tout cas le latéral gauche, n'agit pas comme le latéral droit. Les gars, on en a déjà parlé plusieurs fois. Je pense qu'il faut prendre ça en compte et je pense que quand les supporters parlent de voir un mec à gauche, ils oublient ce petit détail, on va dire, qui n'est pas un petit détail, mais le latéral gauche agit presque comme un ailier, voire un piston. Donc il y en a qui veulent voir Inigo Martinez ailier gauche, donc en fait. Parce que, les gars, il faut se souvenir, on parle souvent de latéral gauche, mais il faut parler aussi d'animation. Il y a un 11 qui est posé, mais le 11 n'est pas figé. Rafinha ne joue pas comme ça, l'équipe ne reste pas comme ça, sans mouvement. Vous le savez bien. Dans le match, Koundé va monter un petit peu,
il va être plus dans cette zone-là que vraiment dans la zone de Lamine. Et souvent, le latéral gauche est vraiment n'a pas d'aide. Koundé combine avec Lamine Yamal. GG Martin, il combine avec personne, avec Casper le fantôme. Baldé, c'était pareil. Il n'y a absolument personne qui combine avec Gérard Martin. Donc mettez un défenseur central comme Inigo Martinez, qui n'a pas forcément la vitesse, l'explosivité, c'est pas du tout un latéral, mais vraiment pas du tout. Hein. Mettez-le couloir gauche à devoir prendre le couloir à lui tout seul, alors peut-être qu'il va s'en sortir, mais c'est pas du tout son profil, pas du tout son poste. C'est pour ça que même Eric Garcia à gauche, je suis pas sûr. Maintenant, ça veut pas dire que Gérard Martin va faire du taf, mais je pense juste que tout simplement, il sera le titulaire. Concernant Rafinha, vous le savez très bien, il rentre très axial, il est très axial Rafinha, il est vraiment dans l'axe, il est quasiment pas dans le couloir. Lamine Yamal pourra jouer plutôt, je pense qu'en vrai de vrai, je pense que Lamine va rentrer plutôt dans l'axe, et je pense qu'Olmo va jouer en faux neuf. Hop là, ici, Pedri, Gavi, Frenkie. Et Rafinha et Lamine partiront dans le dos. C'est ce qu'on a vu dans les derniers Classicos en fait, tout simplement. Un joueur dans l'axe qui revenait un petit peu au milieu de terrain. Olmo sera parfait dans ce rôle de faux neuf, c'est évident. Donc ce neuf là qui vient aspirer un petit peu la défense du Real Madrid. Défenseurs du Real Madrid qui sont très agressifs, mais qui sont parfois plus dans l'agressivité que dans la réflexion. Donc en fait, ils vont suivre probablement Olmo et ça va laisser des espaces dans le dos de la défense. Et c'est là que Lamine Yamal ou Rafinha le spécialiste des appels dans la profondeur, c'est là qu'ils vont partir dans le dos du défenseur qui sortira sur Olmo. C'est un peu ce qu'on a vu dans la dernière analyse contre Mallorca, mais on a vu les défenseurs de Mallorca qui laissaient beaucoup d'espace dans leur dos quand Olmo, qui n'était pas en faux neuf, qui était milieu, mais quand Olmo venait un peu chercher le ballon au milieu, il y avait toujours un défenseur qui le suivait et ça laissait beaucoup d'espace dans le dos. Pourquoi pas utiliser ça contre le Real Madrid qui a déjà montré dans le premier Classico de la saison quand on avait gagné 4-0, qui avait montré beaucoup de problèmes dans ce domaine-là. Il y avait souvent un défenseur qui revenait et la défense adverse leur défense n'était pas du tout alignée. Il y avait des Carvajal, des mecs, il y avait des espaces dans le dos de la défense, j'avais jamais vu ça. Avec Olmo en faux neuf, on a un carré là, un losange si vous préférez. Olmo, Pedri, Gavi, Frenkie, ça va être quelque chose. En termes de domination au milieu de terrain, on n'avait pas vu ça depuis Guardiola. J'abuse un petit peu peut-être. Mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir une certaine domination au milieu de terrain. Camavinga qui ne sera pas là en plus, qui est blessé jusqu'à la fin de la saison, je crois. Grosse blessure pour Camavinga. Voilà, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'absents de façon côté Real, il y a beaucoup de blessés. Mais voilà, donc Camavinga qui est pas forcément exceptionnel, mais je trouve quand même pas mal dans son activité. Il fait souvent des fautes où il a le droit de faire pas mal de fautes sans récolter de carton, donc c'est assez pratique pour un joueur. À l'image de Casemiro, il fut un temps. Et donc là, ça aurait été pratique. Maintenant, Olmo, Pedri, Gavi, Frenkie, je pense qu'au milieu, ça va faire tourner, ça va dominer comme jamais. Maintenant, c'est aux attaquants d'être efficaces aussi. Même Olmo qui va pouvoir aider en attaque évidemment, lui qui a marqué dans le dernier match. Lamine Yamal doit retrouver aussi cette efficacité. Rafinha, voilà, je pense qu'on peut faire sans Lewandowski. Avec cette équipe, je pense qu'on peut battre le Real Madrid demain. Maintenant il y a Ferran Torres, oui je le préfère le garder sur le banc. Enfin, disons que je préfère voir Olmo en faux neuf en fait. Je l'avais déjà dit il y a longtemps, pendant la saison, je voulais même voir Olmo en faux neuf à la place de Lewandowski. Donc voir Olmo à la place de Ferran Torres, c'est pas très choquant non plus. Ce n'est pas une nouveauté. Pour ma part en tout cas. Gavi qui est en forme, qui va pouvoir aussi mettre cette agressivité, cette volonté de gagner la balle au milieu de terrain, contre-pressing, tout ça qui va être très important. Pedri, pas besoin de dire quoi que ce soit sur Pedri, vous avez des yeux. Puis De Jong qui a pu se souffler aussi dans le dernier match, qui sera probablement très en forme. Avoir un Pedri, Frenkie côte à côte, ça produit vraiment du bon football et une grosse domination. Rajouter à côté d'eux Gavi et Olmo, là je pense qu'on est parti pour un bon match. Voilà, c'est tout pour ma compo, c'est tout pour mon avant-match. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un avant-match aussi long, mais je pense que j'avais beaucoup de choses à dire. Ça reste un classico, tout ça, vous connaissez, donc il y a toujours 2-3 petites taquineries à sortir aussi. J'aime bien. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon match, un très bon week-end, les amis. On se retrouve demain pour le live d'avant-match. Je ferai un plus gros live que d'habitude, je pense. J'essaierai de le faire. D'habitude, je fais 1 heure à peu près. J'essaierai de le faire un peu plus tôt. On verra, je vais pas faire 3 heures de live, mais peut-être 1h30 avant, tu vois, voilà, on verra. Je programmerai ça pour demain, et puis après pour le débrief. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end, à demain. Ciao.